Bonjour, bienvenue au camp de carrière 2022. Hello, bonjour. Je m'appelle Zineb Saidi. Je vais avoir le plaisir d'animer la session d'aujourd'hui intitulée Format et techniques remarquables pour l'élaboration d'un curriculum vitae, aussi connu sous CV. Donc, notez que cette session est offerte en français, mais qu'une session en anglais sur le même sujet est présentée simultanément. Please note that this is a French session, but an English segment on the same subject is being held simultaneously in a different webinar. If you prefer attending the English session, the link to that session will be available in the chat. Donc, pour commencer, je tiens à souligner que le territoire sur lequel bon nombre d'entre nous assistent à cet événement est le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Certains d'entre vous viennent peut-être de diverses régions du pays, donc je vous encourage à prendre un moment pour reconnaître le territoire que vous occupez. Donc, au fur et à mesure que se déroule la séance d'aujourd'hui, veuillez nous faire part de vos commentaires dans l'espace de la discussion situé en bas de votre écran. Si vous voulez poser une question à nos panélistes, utilisez le bouton Q et R. Vous pouvez d'ailleurs voter pour les questions qui vous plaisent en cliquant sur le bouton du pouce élevé et les questions les plus populaires seront posées à la fin de la session. Afin de mettre en valeur les apprentissages prévus aujourd'hui, passons en revue les objectifs d'apprentissage pour ce segment. Donc, après cette séance, les participants seront en mesure d'identifier si un format de CV formel ou informel est requis, articuler leurs compétences uniques en utilisant le vocabulaire professionnel du gouvernement, présenter leurs réalisations professionnelles dans un format concis à un gestionnaire potentiel. Donc, pour nous guider à travers tout ça, c'est un honneur pour moi de vous présenter nos panélistes. Nous allons commencer par... Je crois qu'on passe à la prochaine slide. Nathalie. Nathalie, en fait, est l'un des agents libres du Canada et travaille actuellement en tant que gestionnaire des talents pour le programme des agents libres. Nathalie a travaillé dans le domaine de l'innovation en matière de ressources humaines, de gestion du rendement et des talents, des systèmes de ressources humaines et de la cartographie des compétences. Elle est inspirée par tout l'excellent travail qui se fait dans l'ensemble du gouvernement pour nous aider à faire face à l'avenir du travail au sein de la fonction publique. Bonjour Nathalie, merci d'être venue parmi nous. Et le prochain panéliste, la prochaine panéliste est Roxane Brazou. Donc, Roxane est chef d'équipe, service de gestion administratif, volet ressources humaines, dans l'équipe de coordination ressources humaines au sein de la branche des services juridiques d'emploi et développement social Canada. Son parcours scolaire et ses expériences de travail en ressources humaines ont permis à Roxane d'acquérir des connaissances techniques variées sur la dotation, la classification, la rémunération, incluant le système Phoenix, gestion des réserves de congés, les relations de travail, l'apprentissage et formation, la gestion de la performance, ainsi que la reconnaissance. Merci Roxane d'être ici avec nous. Et finalement, la dernière panéliste est Alexandra Scott. Alexandra, en fait, travaille dans la fonction publique depuis 6 ans et occupe actuellement un poste comme conseillère en ressources humaines dans un programme de développement à la Commission de la fonction publique du Canada. Elle aide à faire la promotion des programmes de recrutement pour étudiants et pour diplômés de la Commission de la fonction publique. Elle est déterminée à bâtir une fonction publique qui représente et inclut pleinement les diverses identités, cultures, compétences, perspectives et expériences qui composent le Canada. Alexandra, bienvenue. Donc, nous sommes certainement en très bonne compagnie aujourd'hui. Je me jouis de pouvoir apprendre le fonctionnement de fonctionnaires chevronnés. Une part de l'apprentissage d'aujourd'hui consiste également à comprendre les limites du processus d'embauche et à trouver des moyens qui permettront à chacun d'entre nous de réussir. Donc, pour commencer, chacun de nos panélistes va nous présenter quelque chose de différent et nous terminerons par quelques questions. Donc, on commence par Nathalie. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Est-ce que Marjorie va mettre la présentation sur l'écran? Parfait, merci beaucoup.
Fantastique. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et moi, j'aime parler un petit peu de ça, de comment est-ce qu'on construit notre histoire personnelle. Alors, pour moi, quand on commence à penser à comment est-ce qu'on va vraiment se présenter à un gestionnaire potentiel, pour moi, c'est important de comprendre notre histoire. Alors, dans la vie, on peut commencer par essayer de s'intégrer dans les positions qui existent, ou on peut aller à la recherche d'une position qui nous convient vraiment nous et qui correspond à nos compétences et à nos intérêts personnels. Alors, pour moi, la première étape, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut bien se comprendre. Alors, si on regarde les 3 cercles sur la diapo ici, vous allez voir, on parle un petit peu de nos passions et de nos intérêts qui sont très, très importants dans la vie de pouvoir poursuivre ces choses-là. Et on parle aussi de nos attributs et nos compétences. Alors, pour moi, trouver un emploi qui est adapté, c'est vraiment de trouver quelque chose qui s'aligne avec ces 3 choses. C'est quelque chose que moi, je recherche personnellement dans ma carrière. C'est de trouver des emplois où je suis vraiment passionnée, intéressée par le travail que je fais et où je connais mes compétences. Je sais que je suis capable de faire ce travail, que je suis capable d'acquérir et de compléter mes connaissances en faisant et mes compétences en faisant ce travail. Alors, moi, j'aimerais un petit peu vous parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on se connaît? C'est très difficile quand on passe notre carrière à vraiment penser à quelles sont les tâches qu'on fait au travail. On regarde les possibilités d'emploi et souvent on voit une liste de tâches qu'on doit accomplir. Et ça peut être très difficile de commencer à penser à comment est-ce que je peux identifier quelles sont les compétences, les habilités et les intérêts que moi j'ai, que moi j'amène à la table. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des outils que j'utilise pour mieux me connaître. Pour mieux connaître quelle sorte d'employé je suis, quelle sorte de personne je suis dans un milieu de travail, pour comprendre comment je peux trouver les opportunités qui sont les meilleures pour moi. Alors, plusieurs des outils, je vais commencer à vous parler un petit peu d'un outil qu'on appelle ESMI. Et je vais juste vous dire quelque chose rapidement, c'est que beaucoup des outils que je vais vous présenter aujourd'hui ne sont pas présentement disponibles en français. Ils sont seulement disponibles en anglais. Mais je vous inviterai à utiliser des traducteurs en ligne, des traducteurs comme par exemple DeepL, qui vous permettront de pouvoir utiliser le contenu des sites et de pouvoir utiliser les outils de travail, même si vous l'utilisez dans l'autre langue. Alors, quand on parle de l'outil qui s'appelle ESMI, ESMI, c'est vraiment un excellent début pour commencer à comprendre c'est quoi les habilités et les compétences que vous amenez présentement. Alors, si vous allez sur le site, vous pouvez aller directement dans un des onglets. Vous allez voir, il y a plus d'informations sur la diapo. Et vous pouvez ajouter votre CV. Et le système, l'outil va vous sortir quelles sont les compétences et les habilités normalement associées à ces tâches. Et ça, c'est vraiment une excellente façon de commencer à penser à quelles sont vos compétences personnelles à vous. Le deuxième outil, une fois que vous avez finalement vos compétences et vos habiletés, je dirais la première chose quand on regarde la liste des habiletés et des compétences qu'un système nous ressort, c'est de vraiment faire une réflexion personnelle sur si c'est vraiment ce qui vous convient à vous et ce qui reflète vos compétences à vous-même. Pour mieux se connaître, des fois, j'ai quelques autres petits outils, incluant les types créatifs d'Adobe, qui peuvent vous aider à comprendre quelle sorte de travailleur vous êtes. Alors, il y a plusieurs théories qui sortent des personnalités, si on veut, différentes sur les travailleurs. Et souvent, en regardant, vous pouvez aller sur le site, faire un petit quiz, et ça va vous amener à des réponses et vous amener à des profils des différents types de travailleurs. Et vous pouvez à ce moment-là commencer à lire un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ça et voir si ça reflète ce que vous voulez dans votre vie professionnelle et la façon que vous travaillez.
c'est très important dans la vie de trouver une adaptation optimale. Et quand je parle d'une adaptation optimale, ce qu'on appelle souvent en anglais best fit, c'est quelque chose qu'on pense souvent du profil ou du côté, si on veut, des ressources humaines. Et moi, j'aimerais amener l'idée que les employés eux-mêmes peuvent commencer vraiment à penser à c'est quoi la meilleure adaptation pour eux, c'est quoi la meilleure place pour vous dans un moment, dans un temps. Alors, un autre outil qu'on peut utiliser pour trouver quelques-unes pour commencer à mieux se comprendre de façon professionnelle, c'est l'outil qui s'appelle Plum. Ça, c'est un autre des outils qui vous aide à créer votre CV. En fait, vous pouvez créer un profil directement dans ce logiciel et vous allez trouver que ça va vous sortir beaucoup des compétences qui vous sont les plus importantes et ça va vous aider à mettre une priorité, si on veut, sur les compétences que vous utilisez dans votre journée normalement, dans votre travail quotidien, je devrais dire. Ça va à la prochaine diapo, merci beaucoup. Ici, on parle vraiment d'un outil qui est important pour ce qu'on appelle la chimie des affaires ou la chimie d'entreprise. Ici, vous allez trouver 20 questions que vous pouvez répondre pour vous-même, mais aussi 20 questions que vous pouvez utiliser pour répondre pour un collègue aussi. Et ce qui va vous sortir de cet outil, c'est des astuces et des informations, si on veut, qui vont vous aider et vous guider à savoir comment vous travaillez avec les autres et comment vous travaillez avec un ou une collègue en particulier, ce qui va vous aider à mieux viser quel genre de collègue et quel genre de gestionnaire vous cherchez dans vos emplois. Aussi pour comment trouver votre style de travail, si on veut. L'avant-dernier outil duquel j'aimerais vous parler un petit peu aujourd'hui, c'est le logiciel Apolitical. Et je ne sais pas si vous êtes au courant ou non, mais c'est un logiciel qui vous permet de mieux comprendre et de bien vous tenir au courant des tendances de travail et du marché d'emploi. Alors, souvent, si vous avez des questions ou si vous êtes curieux pour savoir c'est quoi l'avenir du travail, comment est-ce que le marché du travail, le marché de l'emploi est en train de changer, qu'est-ce que les gestionnaires cherchent, quels sont les gros sujets desquels tout le monde parle en ressources humaines ou au gouvernement, vous allez pouvoir trouver énormément d'informations ici sur ce site qui vont vous aider à vous préparer non seulement pour des opportunités particulières, mais aussi pour vous préparer à comprendre quelle sorte de personne vous êtes et quelle sorte d'opportunités de travail existent et qu'est-ce que vous cherchez. L'outil final dont j'aimerais vous faire part, c'est un logiciel pour créer une page CV avec beaucoup, beaucoup d'informations. Je vous inviterai à aller regarder. Il y a plusieurs exemplaires dans le logiciel Canva qui peuvent vous donner beaucoup, beaucoup d'idées sur comment vous pouvez transmettre vos informations. Ça vous donne la possibilité aussi de vraiment transmettre qui vous êtes à un employeur et d'ajouter plein de documents qui supportent ce que vous mettez dans votre CV ou dans d'autres... Pardon, je m'excuse, j'ai eu un pop-up sur mon écran qui m'a complètement... Voyons, ce qui vous permet de pouvoir mieux cibler et de mieux présenter à un gestionnaire potentiel quels sont vos intérêts, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous épanouit, qu'est-ce qui vous intéresse le plus comme employé, et aussi la possibilité de pouvoir ajouter plusieurs documents, que ce soit des évaluations de rendement ou des exemplaires de travail qui sont facilement accessibles par des gestionnaires potentiels ou des collègues potentiels. Bon, alors tout ça, c'est un petit peu pour vous dire quelque chose. C'est des outils que je vous présente aujourd'hui, c'est pour vous aider à cibler c'est quoi votre histoire. Parce que moi, je vous encouragerais, quand vous commencez à penser que vous voulez bouger ou vous voulez regarder à d'autres opportunités, c'est important de se connaître. C'est quoi votre histoire? Comment est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir identifier vos compétences et vos intérêts? Quelle sorte d'outils est-ce que vous pouvez utiliser pour amener le tout ensemble?
comment est-ce que vous trouvez votre place à vous? La première étape, c'est vraiment de se connaître. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités d'emploi qui nous sont accessibles. C'est vraiment important de viser les opportunités qui sont vraiment celles qui nous parlent à nous individuellement et qui vont nous apporter quelque chose de personnel et pour notre vie professionnelle. Moi, je vous encouragerais quand vous regardez ce qu'on appelle le paquet ou l'ensemble des informations que vous mettez ensemble pour votre CV, de vraiment vous concentrer sur les étapes. C'est quoi votre histoire? Identifiez vos compétences et vos habiletés, construire votre boîte à outils et trouver l'endroit où vous voulez explorer. Mais ce que je vous dirais aussi, c'est que votre boîte à outils, ça a l'air un petit peu compliqué des fois. Il a l'air comme s'il y a beaucoup de morceaux. Mais si vous construisez ça comme il faut, vous pouvez toujours garder votre CV à jour dans un endroit et utiliser toutes les autres choses pour supplémenter votre CV, pour avoir accès aux informations, pour pouvoir vous démontrer à un gestionnaire potentiel de manière différente, de pouvoir décider à quel moment vous envoyez quoi. Et si vous construisez ça, si vous prenez le temps de bien construire votre CV complet, bien, votre CV complet devient souvent la seule chose que vous devez garder à jour. Et vous pouvez à ce moment-là utiliser certains des autres outils pour pouvoir créer des documents, des snapshots, des profils de médias, etc., qui seront faciles à utiliser et que vous pourrez adapter à toutes les opportunités qui vous présentent. Oh, merci beaucoup, Nathalie. Je crois qu'on arrive vers la fin de ta présentation. Juste un rappel que si vous avez des questions, prière de les poser dans la section QR. Et après, quand on sera passé à travers toutes les présentations, on pourra passer à travers vos questions. Et n'oubliez pas de voter pour les questions que vous aimez le plus. Donc, notre prochaine présentatrice est Roxane Brazo. Je te donne la parole. Bonjour tout le monde. Désolée pour ma voix. Je vais partager la présentation. J'espère qu'on va être capable de finir la présentation avec ma voix. Donc, on y va sans plus tarder. Donc, ici, pour faire un peu la suite avec ce que Nathalie mentionnait, donc concrètement, qu'est-ce qu'on veut dans un CV? Qu'est-ce qu'on recommande? Donc, si je passe à la prochaine page ici. Donc, l'objectif de la présentation ici que je fais, c'est évidemment de vous donner des outils supplémentaires pour optimiser votre CV avec des exemples en support. C'est sûr que la présentation ne peut pas vous garantir un emploi à 100% là, avec le CV, mais on va essayer de mettre tous les outils de votre côté pour que vous puissiez avoir de meilleures chances. C'est sûr que mes commentaires et ce qui est inclus dans la présentation, c'est basé sur mes expériences personnelles. Donc, on ne peut pas dire que c'est la vision de tous les gestionnaires au sein de la fonction publique. Et finalement, j'aimerais faire un petit rappel que ce qu'on dit aujourd'hui, tous les exemples, les recommandations, c'est exactement ça, des recommandations. Vous demeurez le maître de ce que vous mettez dans votre CV et de ce que vous ne mettez pas dans votre CV. Donc, prenez pas ça comme des obligations, simplement des recommandations. Donc, sans plus tarder, avant que je vous présente des exemples, on pensait qu'on s'en allait là, mais pas là tout à fait. C'est important de revenir à la base. Je sais, vous allez me dire, c'est très cliché. Je le sais, mais ça marche. Le qui, quand, quoi, comment, où, pourquoi, ça marche. Donc, on va aller très rapidement au travers. Je vais nous laisser du temps aussi pour les exemples. Donc, qui recevra le CV? C'est important de considérer ça. Est-ce que c'est un gestionnaire qui a affiché quelque chose? Est-ce que c'est vous qui allez chercher un gestionnaire à quelque part pour lui dire « Allô, s'il vous plaît, je veux une job ». Est-ce que vous appliquez sur un poster, sur un affichage, sur jobs.gc.ca? Est-ce que vous appliquez pour un agent libre, le programme d'agent libre du gouvernement? Donc ça, c'est important de prendre en considération. Un peu comme Nathalie disait, vous avez votre base et après ça, vous pouvez l'adapter à votre audience. Ensuite, on parle aussi de quand et où. Je les inclus ensemble parce que ça va de soi. Je sais que ça peut sembler évident, mais il y a tellement de CV où on ne voit pas le quand, où on ne voit pas le où on voit les deux séparément. Ce n'est pas très pratique pour un gestionnaire. Il faut qu'il sache combien de temps vous avez à maîtriser une expertise en particulier. C'est toujours important, moi, à mon avis, de mettre ça ensemble.
Pourquoi est-ce que vous faites votre CV? Bien évidemment, c'est pour avoir une job, c'est sûr et certain. Mais essentiellement, on veut accrocher l'œil d'un gestionnaire qui embauche. C'est ça qu'on veut faire. Donc, c'est important d'avoir tous les éléments qu'il va rechercher et qu'il va pouvoir évaluer aussi dedans. Comment est-ce que vous allez transmettre votre CV aussi? Est-ce que c'est par Facebook? Est-ce que vous allez faire ça, un espèce de cold call ou est-ce que vous allez envoyer ça à plusieurs gestionnaires sans avoir une personne spécifique en tête? Donc, ça a un impact sur comment est-ce que vous allez mettre votre CV parce qu'il y a certains éléments que vous allez peut-être adapter plus précisément à un emploi en particulier, alors que si on va de façon plus générale, vous allez vouloir inclure le plus d'éléments accrocheurs possible, à mon avis, bien sûr. Ce qu'on va focuser dessus un petit peu plus dans la prochaine diapositive, c'est le quoi. À quoi est-ce que j'applique? Est-ce que c'est un affichage, encore une fois? Est-ce que c'est le gestionnaire? Donc, c'est le même principe. Le qui, le quoi vont souvent de pair. Quelles sont mes expériences? Ben, oui, il faudrait avoir un petit peu de jus là-dedans. Il faudrait savoir qu'est-ce que vous avez fait dans le passé. Moi, j'aimerais parler aussi quels sont vos atouts, principalement ceux qui sont du gouvernement, qui sont bons à mettre dans un CV. Et qu'est-ce qui comprend mon application? Est-ce qu'on a une lettre de présentation avec ça ou un courriel de présentation? Parce que de plus en plus, c'est comme ça. Ou est-ce que c'est simplement le CV? Donc, ça aussi, c'est important de prendre ça en considération quand vous faites des envois, quand vous faites votre CV. Ensuite, quand je disais, on va vraiment mettre le focus sur le quoi. Bien, moi, dans un CV, c'est très, très important. Quand on reçoit ça, il faut penser que le gestionnaire en reçoit souvent plusieurs à la fois. Donc, c'est important qu'il soit complet. Donc, moi, j'aime bien ça, le nom complet, l'adresse à domicile, le numéro de téléphone, adresse principale et autres coordonnées si vous voulez qu'on vous rejoigne. Votre profil linguistique, si vous avez été testé dans le gouvernement fédéral, très bonne idée à inclure. Votre profil de sécurité aussi, très bonne idée. Ce sont des atouts. Il y a des actions qui ont déjà été faites pour vous parce que vous travaillez déjà dans le gouvernement ou vous avez déjà travaillé récemment dans le gouvernement. En ce qui concerne vos expériences de travail, très important, un titre du poste, s'il vous plaît, la date de mois-année à mois-année, donc juin 2018 à août 2019. Parfait. Votre classification, AS1, AS2, EC4, LP, FI, FI1, FI2, FI3, peu importe, FSWEP ou PFETE si vous êtes des étudiants. Donc, ça aussi, très important parce que le gestionnaire pourrait, par exemple, vous bridger. On a aussi les tâches concrètes. Donc, moi, je vous dirais 4 à 5 tâches principales par emploi. Si c'est 3, c'est 3, puis c'est parfait. Mais pas plus que 5 parce que ça déborde après ça. À moins que vous ayez eu vraiment un contenu exceptionnel, pertinent pour l'emploi que vous appliquez dedans, là, je vous dirais, bien, misez un peu plus là-dessus. Et bien sûr, je vous dirais, inclure vos périodes d'intérimaire. Ça revient souvent à cette question-là, très important à mettre. Dans les atouts, principalement, c'est sûr tout ce qui a un lien à l'emploi. Donc, si vous appliquez pour un emploi en design graphique, ben, c'est certain, mettez tous vos programmes en design graphique que vous avez fait. Par contre, si vous appliquez pour un emploi d'adjoint administratif, ben, peut-être que ça ne sera pas pertinent si vous avez un background de design graphique. Peut-être que ça va l'être aussi, ça dépend de l'emploi. Il faut vraiment porter une attention particulière. En ce qui concerne les atouts recherchés dans un affichage sur jobs.gc.ca, je vous recommanderais de consulter la section pour être nécessaire à l'emploi. C'est la section atouts de l'affichage, si vous voulez. Ensuite, l'autre chose très importante, la liste des bassins dans lesquels vous êtes partiellement qualifié ou complètement qualifié. Et ça, on parle ici, vous avez reçu un courriel qui vous informe de ça, pas simplement le résultat sur jobs.gc.ca. Donc, vraiment, vraiment un courriel spécifique qui vous dit vous avez été partiellement, vous avez été complètement qualifié dans bassin X, Y, Z. Indiquez clairement si vous avez été un étudiant PFETE, donc FSWEP, mais ça s'applique aussi pour les stagiaires et les coops. Très important, c'est un atout dans le gouvernement. Ça représente réembaucher la main-d'œuvre qui a déjà été formée, au moins partiellement, plus que si on allait chercher quelqu'un, je vais dire sur la rue, là, mais on s'entend que ce n'est pas exactement ça qu'on fait. Le dernier point, c'est vraiment à votre discrétion. Je comprends que ça peut avoir des cordes sensibles. Simplement vous mentionner qu'en ce moment,
une des priorités du gouvernement, c'est d'embaucher des gens qui font partie des groupes d'équité en matière d'emploi, donc les femmes, les peuples autochtones, les personnes handicapées et les personnes issues de minorités visibles. Donc, si vous êtes à l'aise de vous présenter et évidemment de vous identifier, et ça dépend aussi si vous envoyez le CV à grandeur de tous ou précisément à quelqu'un, ça peut être votre décision de le mettre ou de ne pas le mettre, et simplement vous informer qu'en ce moment, c'est une des priorités du gouvernement. Donc, pour avoir une meilleure représentativité en ce moment. Les éléments ajoutés selon la situation. C'est sûr qu'on a parlé vite fait quand même dans les quoi mettre, mais les peut-être, on va dire ça. La photo, ça dépend. Les couleurs, les designs, les images, ça dépend encore une fois. Un lien à un portfolio, si vous appliquez en design graphique, ben oui, un portfolio, mais si vous appliquez en adjointe administrative, relatif si c'est pertinent. Un site Internet personnel, une page LinkedIn, une page Facebook, d'autres médias sociaux. Vraiment, ce que vous faites quand vous mettez ces liens-là, c'est que vous invitez le gestionnaire à venir vous voir. Donc, prenez conscience de ça. C'est important parce qu'une photo de vous en maillot de bain n'est peut-être pas la première approche que vous voulez avec un employeur potentiel. Mais en même temps, si vous appliquez sur un poste où c'est la vie marine qui est au sein de ce poste-là, ben ça montre de l'initiative puis de l'intérêt pour le sujet dans lequel vous appliquez. C'est peut-être une bonne idée. Donc, c'est vraiment juste de considérer ces éléments-là. Des expériences bénévoles, des prix d'excellence. Encore une fois, oui, si c'est pertinent. Les références, est-ce qu'on met les informations complètes des références? Oui, dans la mesure où ce que les personnes, vous leur avez demandé leur permission, bien sûr, et aussi, il ne faut pas oublier que si vous envoyez ça, des fois, ça peut être des coordonnées personnelles, surtout si vous avez travaillé au privé. Donc, juste de faire attention à ces éléments-là, vous pouvez toujours mettre référence à suivre. Une troisième page, donc, ou une quatrième, ou une cinquième, ou une sixième, ou une 10e page. Moi, je vous recommande 1 à 2 pages. Une troisième, si c'est vraiment, vraiment pertinent à l'emploi, vous avez une carrière qui est vaste, qui s'applique à ce que vous voulez appliquer, vous voulez démontrer l'étendue de vos connaissances. Parfait, mais autrement, je vous dirais, s'en tenir à 1 ou 2 pages, c'est suffisant. Quoi ne pas faire? Donc, oubliez de faire du formatage dans la page. Oubliez d'équilibrer l'information sur la page ou les pages. Écrire en police minuscule, 9 et moins, puis je vous dirais même 10, c'est très petit, pour inclure le plus d'éléments possible. Rendre le document illisible parce que vous avez ajouté trop d'éléments, trop de design, trop de photos, trop d'images. Faire des fautes d'orthographe, on ne veut pas ça non plus. Surtout si vous appliquez pour un emploi d'adjoint ou adjointe administrative, c'est peut-être pas l'idéal. Donner une version qui n'est pas à jour, mettre des surnoms, des acronymes hors contexte que personne ne peut se référer à, être répétitif en décrivant les tâches d'un même poste. Donc, si vous faites ça, bien, essentiellement, vous allongez votre CV pour absolument rien. Ça peut revenir d'un emploi à l'autre, mais normalement, dans le même poste, ça devrait être la même chose. Donc, je m'excuse à l'avance. J'ai pris un exemple terrible. Je vais vous laisser quelques secondes pour regarder quoi ne pas faire, de vous faire une petite idée. Donc, c'est le même CV, excepté que je voulais le mettre au complet et je voulais le mettre de plus près pour que vous puissiez lire le contenu. Donc, je vous laisse quelques secondes. Juste, Roxane, il reste juste une petite minute, même pas une minute, pour finaliser ta présentation. Parfait. Donc, je me fais appeler au... Donc, il y a plusieurs choses qui ne vont pas bien dans ce CV-là. Effectivement, la photo, non, on ne fait pas ça. Le formatage n'a pas été fait, donc le placement n'est pas bon. On a mis un surnom ici, pas une bonne idée. Les coordonnées ne sont pas là. Si on regarde ici, l'adresse courriel, pas excellente non plus, surtout I don't like to work. Peut-être pas une bonne idée quand on cherche un emploi. Le titre est très générique. Depuis 2017, donc jusqu'à maintenant, point d'interrogation. Si on se pose la question, c'est pas bon. Gouvernement du Canada, je ne pouvais pas mettre le ministère dans lequel j'ai travaillé. Ici, si on lit ça, ici, il n'y a personne qui n'a aucune idée qu'est-ce que je fais vraiment ou qu'est-ce que j'ai fait. C'est très générique, pas de détails. On peut assumer c'est quoi que je fais. Mes autres expériences de travail, ça ne me tentait pas de mettre juste depuis 2010, qu'est-ce que je faisais? C'était peut-être pertinent un emploi d'adjointe administrative de bureau. Donc, ça aurait peut-être été pertinent de mettre un petit peu plus de détails.
référer à une lettre de présentation qui n'est pas jointe, pas une très bonne idée. Un prix de gardienne avertie, c'est vrai, mais ça fait quand même depuis 2005 et peut-être pas vraiment pertinent à l'emploi que j'applique en ce moment. Des fautes d'orthographe partout, du gras utilisé, ça fait pas de sens. Si le feeling, le sentiment que vous avez eu en regardant ça, c'est ça que le gestionnaire va faire en ayant un CV comme ça. Oh, on te remercie, Roxane. Merci beaucoup pour ta présentation. Et on passe à notre dernière panéliste, Roxane. Tu as la parole. Bonjour, je vais partager mon écran. Moi aussi, j'ai une petite présentation pour vous. Parfait. Donc, bonjour à tous. C'est super intéressant de voir comment créatif qu'on peut être lorsqu'on bâtit notre curriculum vitae et de voir la belle variété de CV qui existent. Maintenant, on va parler plutôt des CV qu'on pourrait utiliser spécifiquement lorsqu'on applique sur Emploi GC. Donc, Emploi GC, c'est la grosse plateforme où se retrouve la majorité des opportunités d'emploi pour la fonction publique fédérale. Donc, une fois que vous avez trouvé une opportunité d'emploi qui vous intéresse sur Emploi GC et que vous avez cliqué sur le bouton « Appliquer maintenant » qui se retrouve au haut de la fiche et aussi en bas de la fiche, c'est un écran comme celui-ci qui va apparaître avec toutes les différentes exigences que vous devez compléter afin de pouvoir postuler pour le poste. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir télécharger votre CV qui est le plus récent pour le processus de sélection. Super important ici, c'est que quand on se crée un compte sur Emploi GC, on va pouvoir télécharger notre CV, de l'information personnelle, etc. Et à chaque fois qu'on va postuler pour un poste, ce sont toutes les informations qui se retrouvent sur notre compte Emploi GC qui vont automatiquement être ajoutées à la demande d'emploi. Donc, important d'aller cliquer sur toutes les différentes exigences et s'assurer que l'information est à jour. Donc, que l'adresse courriel est à jour et que votre CV est à jour, que c'est la version la plus à jour de votre CV qui se retrouve là, parce qu'il se peut que votre compte Emploi GC, vous avez créé ça il y a 3, 4, 5 ans et depuis, vous avez acquis d'autres expériences. Et puis, dans la plupart des cas, vous n'aurez pas besoin d'une lettre de présentation pour soumettre votre candidature. Au lieu, vous serez demandé de répondre à ce qu'on appelle des questions de présélection qui aideront les employeurs à sélectionner le bon candidat pour le poste. Cependant, certains processus vous demanderont de soumettre une lettre de présentation, mais ça va toujours être mentionné sur la fiche et ce sera à ce point-là que vous mettrez votre lettre de présentation dans les exigences. Donc, lorsqu'il s'agit de postuler à un emploi sur Emploi GC, je vous suggère d'assurer qu'il y a le moins de formatage possible, d'être aussi clair et précis dans votre langage. Donc, ce n'est pas vraiment le moment d'utiliser un CV comme Roxane et Nathalie avaient mentionné, avec plein de belles couleurs, une belle mise en page différente, des images, des illustrations créatives qui vous ont été présentées plus tôt dans la session. La raison pour ceci, puis j'ai vu quelqu'un l'a déjà mis dans le chat, sur Emploi GC, c'est un simple copier-coller qu'on doit faire. Et en faisant le copier-coller, on perd absolument tout le formatage que vous avez de votre document Word, par exemple. Donc, vous allez perdre, si vous aviez des caractères gras, par exemple, vous allez perdre cela. S'il y avait des différentes tailles de police, c'est toute la même taille de police et la police telle qu'elle va être perdue, ainsi que les puces. Si vous avez inséré des puces dans votre CV, le formatage il va tout être c'est pas parfait dans le copier-coller. Donc, l'objectif principal de votre CV, c'est de fournir suffisamment d'informations détaillées pour que les gestionnaires d'embauche puissent déterminer si vous répondez aux exigences du poste. Donc, le curriculum vitae est généralement utilisé comme ressource secondaire pour valider les réponses que vous avez fournies aux questions de présélection dans votre application. Donc, dans votre CV, vous pouvez inclure, par exemple, des points saillants de vos compétences, le nombre d'années d'expérience, compétences informatiques, les langues parlées, profils linguistiques, etc. Et puis, nous vous suggérons d'utiliser des verbes au passé et des verbes d'action dans votre CV. Et puis, un petit mythe ici, c'est que les gens pensent qu'il y a comme un ordinateur qui va aller essayer de trouver les mots-clés dans votre CV, dans les questions de présélection. C'est faux. C'est vraiment un humain, un conseiller, conseillère en ressources humaines qui va lire
toutes vos réponses aux questions de présélection qui vont lire votre CV. Donc, c'est super important d'assurer qu'il n'y a pas d'erreur d'orthographe, que c'est clair, que l'information est pertinente et que vous répondez vraiment aux questions de présélection et qu'ensuite, votre CV vient ajouter comme deuxième ressource pour valider l'information que vous avez mise soit dans la lettre de présentation ou la question de présélection. Donc, je vais partager avec vous un petit exemple de CV. Donc, comme Roxane avait mentionné, il n'y a pas un seul CV qu'on peut utiliser. C'est notre expérience personnelle qu'on vous donne. C'est tout simplement un exemple de CV. Vous ne devez absolument pas utiliser la même chose que j'ai ici. C'est juste un CV qui a été créé dans un document Word avec toute l'information qui se retrouve à gauche. Donc, le formatage est déjà fait lorsque vous allez copier-coller. D'habitude, dans un CV, on va comme centrer notre nom, l'adresse courriel, tout au haut. Mais pour le CV pour emploi GC, on va s'assurer de garder ça à gauche parce que quand on va copier-coller, on ne peut pas centrer dans la petite boîte sur la plateforme emploi GC. Donc, c'est vraiment les mêmes informations que Roxane a mentionnées. Donc, je ne vais pas répéter l'information qu'elle a donnée. Mais comme vous pouvez voir ici dans cet exemple, la façon qu'on a fait la distinction entre l'information et les différentes sections, c'est à l'aide de lettres majuscules. Donc, un petit truc pour vous autres, vous pouvez écrire, par exemple, qualification principale en lettres majuscules, puis là, ensuite, les énumérer. Vous voyez la façon que les puces ont été utilisées, c'est tout simplement un tiret. Donc, au lieu d'utiliser la fonction puce dans Word qui va ajuster le formatage, on a tout simplement mis un tiret et l'information. Ensuite, comme Roxane a mentionné, on vous suggère de mettre la code de sécurité si vous l'avez, si vous avez les résultats d'évaluation de langue seconde, si vous avez un code d'identification de dossier personnel, CIDP, ou on dit souvent en anglais un PRI, vous pouvez le mettre, ça fait juste accélérer les choses lorsque, si vous êtes embauché pour un poste, l'équipe des ressources humaines peuvent aller voir l'information sur votre CV au lieu de faire toutes les recherches pour trouver l'information. Puis là, ensuite, vous voyez les différentes sections. Toute l'information que Roxane a mentionnée se retrouve sur le CV, mais de façon très claire et précise. Et c'est énuméré à gauche dans la même police. Donc, toute la taille est pareil dans tout le document. Une autre chose que vous pouvez faire pour séparer les sections, c'est mettre des espaces. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, 2 ou 3 espaces entre les différentes sections. Ça fait juste plus clair pour le gestionnaire d'embauche ou pour la personne qui va lire votre CV. Et puis, les différentes sections, il y a les études, expérience de travail, attestation, expérience en tant que bénévole. Et voilà un exemple de CV que vous pouvez utiliser. Donc, quelques petites notes lorsqu'on postule sur Emploi GC. Lisez l'offre d'emploi dans son intégralité, donc y compris les notes. Assurez-vous de savoir c'est quoi l'intention du processus, quelles sont les qualifications essentielles, qu'est-ce qui sera requis pour postuler et les autres informations pertinentes afin de refléter cette information-là dans votre curriculum vitae au besoin. Assurez-vous aussi de soumettre votre candidature avant la date limite. Donc, n'attendez pas à la dernière minute pour commencer le processus de candidature parce que certaines offres d'emploi, comme j'avais mentionné, vous demanderont de répondre à ce qu'on appelle des questions de présélection qui sont très spécifiques et vous devez les répondre de façon complète en utilisant des exemples concrets. Donc, il ne s'agit pas juste de joindre notre CV qui est déjà fait et de peser appliquer maintenant. C'est vraiment tout un processus pour appliquer et souvent, ça peut prendre quelques heures à répondre à ces fameuses questions parce que, comme j'avais mentionné, souvent, chaque processus est différent, mais la norme, c'est qu'on va regarder les questions en premier lieu. Donc, il faut vraiment s'assurer que ces questions-là sont complètes. Et puis là, ensuite, votre CV vient ajouter de l'information aux besoins. Et les mots-clés ne suffisent pas, comme on avait mentionné. Vous devez vraiment fournir des exemples précis afin d'illustrer de quelle manière vous répondez aux qualifications essentielles qui sont énumérées sur la fiche. Pour les questions de présélection et pour le CV, essayez de vous concentrer sur ce que vous avez fait, les tâches que vous avez accomplies et les résultats que vous avez obtenus. Donc, au lieu de parler de moi et mon équipe, concentrez-vous vraiment sur ce que vous autres vous avez fait pour vous démarquer, pour démontrer que vous rencontrez la compétence qui est recherchée ou l'expérience qui est recherchée.
Et puis, soyez concis, mais on sait que des fois, le CV va dépasser et c'est certain qu'on va accepter de dépasser la norme d'un CV qui est habituellement, comme Roxane a dit, 1 ou 2 pages. On ne va pas couper votre CV après 2 pages. Vous pouvez vraiment tout l'inclure, mais essayez d'être le plus concis que possible. Donc, dernier petit point, c'est qu'il n'y a pas seulement un modèle de CV lorsqu'on applique sur Emploi GC, mais ce qui est vraiment important, c'est de s'assurer que l'information est claire et que ça reflète les détails que vous avez inclus dans les questions de présélection. Donc, c'est vraiment le contenu du CV qui compte et non le style du CV. Donc, comment beau est votre CV. Puis c'est pour cette raison-là qu'on fait un copier-coller dans Emploi GC parce qu'on s'en tient vraiment au contenu du CV et non à toutes les belles images lorsqu'on applique spécifiquement pour Emploi GC. Merci. C'est parfait. Merci beaucoup, Roxane, et merci à vous toutes pour toute cette information. Excuse-moi, Alexandra, pour toute cette information vraiment pertinente. J'avais quelques questions à vous poser avant de passer aux questions publiques parce que je vois qu'il y en a déjà 23 questions qu'on a reçues. Je crois que la première question que j'ai, c'est pour Nathalie. Est-ce que tout le monde a besoin de 2 types de CV? Bonjour, je suis là. Je ne sais pas si vous me voyez, j'ai de la difficulté avec mon ordinateur présentement. Pour moi, la question, est-ce que tout le monde a besoin de 2 types de CV? Personnellement, moi, j'adapte mes outils pour chaque opportunité d'emploi à laquelle je postule. Et puis, comme vous avez vu ici, il y a vraiment des manières de postuler pour des opportunités au sein du gouvernement du Canada. Alors, évidemment, si moi, je postule pour une opportunité sur emploi.gc.ca, ben, je vais utiliser un CV de base qui n'aura pas de formatage dedans, qu'on a déjà discuté. Mais à la base, moi, je garde un CV à jour et j'utilise ce CV pour populer plein des outils, comme je vous ai montré un petit peu plus tôt. Et moi, personnellement, j'adapte ça à toutes mes opportunités d'emploi. Alors, c'est une question pour moi qui est un petit peu personnelle, je pense, parce que c'est aussi complètement possible au sein du gouvernement fédéral d'avoir un CV qu'on utilise pour toutes les opportunités. Mais je pense que ça va toucher sur d'autres sujets qu'on a abordés aujourd'hui, comme la longueur et si le CV est bien concis ou non. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir un CV de base où vous prenez des morceaux de ce CV pour certaines opportunités. Oh, c'est parfait. Merci beaucoup, Nathalie. J'ai une question pour toi, Roxane. Mon employeur paiera-t-il pour que je passe des questionnaires de découverte de soi? Donc, la réponse ici, ce serait, d'après moi, oui et non. Si vous pensez que vous allez magasiner un fournisseur quelconque, puis que le gestionnaire va payer pour ça, surtout si vous n'êtes pas à l'emploi, la réponse risque d'être non. C'est sûr que je ne suis pas chaque gestionnaire et je ne gère pas leur budget, mais règle générale, pour la découverte, d'habitude, c'est fait plutôt au niveau de l'employé. Ceci étant dit, l'École de la fonction publique, à l'intérieur de leur cours, ont parfois des plateformes comme ça qui permettent justement de faire ces évaluations-là. Comme personnellement, moi, j'ai fait le cours Service d'excellence à la clientèle interne et à l'intérieur de ça, et en préparation au cours, il fallait remplir 100 questions à peu près et ça nous a donné un 30 pages avec le insight que ça s'appelait. Donc, justement, pour découvrir c'est quoi notre personnalité individuelle. Et on a travaillé une après-midi de temps avec cette information-là pour pouvoir nous aider. Donc, il y a quand même des raccourcis dans le gouvernement. Donc, je vous inviterai à regarder l'École de la fonction publique et les cours. Ça serait le format payé de l'employeur, si on veut, là, à mon avis, ici. J'ai une autre question. Comment abordez-vous la question de l'accessibilité dans le cas de CV graphique, par exemple? À ce niveau-là, je dirais que les gestionnaires sont assez ouverts, règle générale, en fait, en autant que l'information, elle est là. Vraiment, ça serait... qu'est-ce qui est le plus facile pour la personne, mais la façon la plus ordonnée aussi d'avoir l'information. Parce qu'il y a 2 parties ici. Il y a le gestionnaire qui lit et il y a l'employé qui soumet. Donc, ici, c'est quoi le meilleur équilibre, à mon avis, pour que l'information se rende. Donc, en autant que l'information, elle est là, les gestionnaires sont
très, très accommodant dans la façon de recevoir le CV. Si la personne veut faire un CV par vidéo, par exemple, parce que elle a des difficultés au niveau de l'écriture, puis que l'emploi se prête à ça aussi, parce qu'il faut tout le temps faire attention aussi. Le gestionnaire a aussi une position à combler. Si la position est au niveau de faire beaucoup de rédaction et que la personne a beaucoup de difficultés à faire ça, c'est peut-être pas la meilleure personne pour l'emploi. Par contre, s'il y a des programmes et tout ça qui peut l'accommoder, bien absolument, le gestionnaire a la responsabilité d'accommoder l'employé dans la mesure du possible. Donc, oui, Merci. moi, ce serait mon avis. Ah, c'est parfait, merci. La prochaine question que j'ai, c'est pour Alexandra. Je crois qu'elle rejoint une des questions qu'on voit dans le public. Est-ce que mon CV doit être disponible dans les 2 langues officielles? Ça rejoint un peu la question de Mathieu où il dit, est-ce que c'est mieux d'avoir un CV en anglais, français ou bilingue? Parfait. Donc, pour tous les postes sur Emploi GC pour le gouvernement fédéral, vous pouvez postuler dans la langue de votre choix. Donc, même si le poste, il est unilingue anglophone, par exemple, et que vous êtes une personne bilingue, vous pouvez absolument postuler avec un CV en français. Donc, il n'est pas obligatoire d'avoir un CV francophone et un CV anglophone ou un CV bilingue. Vous pouvez postuler avec un CV dans la langue de votre choix pour toutes les opportunités d'emploi. Et c'est la même chose pour toutes les évaluations que vous allez possiblement faire au gouvernement fédéral, votre entrevue, par exemple. Vous pouvez toujours choisir la langue officielle de votre choix, soit l'anglais ou le français. Le seul temps qu'on ne peut pas choisir, c'est les tests de langue seconde, évidemment. J'ai aussi une autre question pour toi, Alexandra. Est-ce que je peux être écartée à cause de mon CV? Donc, quand on applique sur Emploi GC, il faut vraiment s'assurer que l'information que vous avez mise sur votre CV concorde avec ce qui a été demandé pour le processus de sélection en particulier. Donc, chaque processus de sélection est différent, mais d'habitude, il va y avoir des questions de présélection que vous allez devoir remplir. Et puis, la majorité du temps, comme je dis, c'est pas pour tous les processus de sélection, mais c'est la norme générale, c'est qu'on va lire les questions de présélection en premier lieu. Et puis, vous pouvez être possiblement éliminé par rapport à l'information qui se retrouve dans les questions de présélection. Donc, je me concentrerai vraiment sur les questions de présélection parce que votre CV est souvent utilisé juste pour valider quelques informations. Donc, en général, non, vous ne pouvez pas vraiment être écarté à cause de votre CV. Cependant, il faut vraiment juste s'assurer que votre CV concorde avec ce qui a été mis dans les questions de présélection lorsque vous appliquez, puisque toute nomination au gouvernement fédéral est vraiment basée sur le mérite. Donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment démontrer qu'on rencontre l'expérience requise. Puis la façon qu'on détermine cela, souvent, c'est par l'entremise de questions de présélection en premier lieu. Puis là, ensuite, on va faire d'autres évaluations pour assurer que la personne rencontre tous les critères. Ah, c'est parfait, merci beaucoup. Ma prochaine question est pour Nathalie. Où puis-je obtenir de l'aide pour la création de mon CV? Je suis désolée, je perds un petit peu le son. Est-ce que tu peux répéter la question? Oh oui, excuse-moi. Où puis-je obtenir de l'aide pour la création de mon CV? Est-ce que tu veux que je répète? Où est-ce que je peux obtenir de l'aide pour la création de mon CV? Je suis vraiment désolée, j'entends presque rien. Oh, désolée Nathalie. Ah oui, Roxane, si tu peux peut-être répondre à cette question. Oui, si Nathalie arrive à se connecter, qu'elle se sente à l'aise de me couper à n'importe quel moment. Donc, au niveau de l'aide pour le CV, à mon avis, n'importe quel gestionnaire va vouloir vous aider, n'importe quel fonctionnaire va vouloir vous aider, ben n'importe quel, il faut faire attention, là. C'est sûr que ça dépend aussi de l'approche, là. Si on arrive à quelqu'un et on dit, tiens, aide-moi avec mon CV, les résultats risquent d'être peut-être moindres, mais c'est sûr qu'il y a aussi des ressources aussi au niveau... la Commission de la fonction publique, des fois, offre un certain support. Puis ça, je veux pas embarquer sur Alexandra non plus sur les informations qu'elle a données, mais règle générale, c'est sûr, il y a tout le temps, on a tous commencé avec un
CV de base, mais si vous connaissez quelqu'un, il y a des communautés aussi sur Facebook en ce moment pour les AS. Je sais qu'il y en a pour les EC aussi. Où ce que les gens échangent justement dans ces communiqués-là. Donc, c'est très facile de se trouver un mentor dans ce sens-là pour essayer d'avoir un petit peu de coaching. Puis, évidemment, ben, il y a des cours ou le Career Bootcamp qu'on fait en ce moment où il y a des fois aussi des petits cours, des webinaires aussi qui sortent avec l'École de la fonction publique, mais aussi au privé. Donc, tout ce qui est au privé n'est pas nécessairement mauvais. Je crois qu'il faut juste vraiment s'adapter au contexte du gouvernement puis ajouter ses atouts du gouvernement, là, un peu comme je parlais dans ma présentation. Ah, c'est parfait. Je vois que Nathalie dit qu'elle peut maintenant nous entendre et nous répondre. Nathalie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à la réponse de Roxane? Non, merci beaucoup, Roxane, pour avoir répondu à la question quand j'avais des problèmes techniques. C'est super. Merci. Oh, la vie virtuelle. Et ma dernière question, en fait, est pour toi, Roxane, avant qu'on passe aux questions publiques. C'est combien de temps dois-je consacrer à mon CV? À mon avis, ça dépend vraiment de la personne, ça dépend vraiment comment perfectionniste que la personne elle est, mais je suis absolument de l'avis de mes collègues de faire un CV qui est le CV maître, si on veut, puis après ça, qu'on peut ajuster avec le temps. Ça va vous sauver beaucoup de temps. Et si vous êtes capable, vous avez sûrement vu dans ma présentation que beaucoup d'éléments qui se sont répétés dans la présentation d'Alexandra, c'est voulu, c'est parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire un copier-coller aussi, à mon avis, dans le jobs.gc.ca. Puis là, après ça, ben, si vous avez des emplois qui sont un petit peu plus particuliers, comme les agents libres, par exemple, évaluent beaucoup sur la créativité. Donc, et bien sûr, je vous dirais peut-être le copier-coller, peut-être pas idéal à ce moment-là. Donc, un petit peu plus d'heures va devoir être consacré pour essayer de rendre ça un petit peu plus créatif pour pouvoir appliquer là-dessus. Mais si jamais le critère créativité n'est pas dans ce que le gestionnaire recherche, c'est assez rare, règle générale, à moins que ce soit des postes créatifs. Il y a d'autres façons. Il y a initiative, par exemple, qui se transpose un peu comme ça. À ce moment-là, ben, je vous dirais, passez moins de temps sur les images, la beauté de la chose. Il faut quand même qu'il soit beau et attirant. Comme je disais un peu plus tôt, on ne veut pas le feeling de quand on lit le CV. Là. On veut essayer d'éviter ça, comme qui était avec le CV avec mon visage. Il n'y a personne qui veut lire ça. Donc, juste de peut-être le rendre clair, concis, mettre une petite image, une petite photo, un petit design, un petit quelque chose qui n'est pas trop agressant. Puis, ça va juste sauter aux yeux au gestionnaire tout en ayant toute l'information qu'il a besoin. C'est parfait. Merci d'avoir répondu à mes questions. Nous allons passer maintenant aux questions du public. Pour l'audience, vous pouvez utiliser la fonction Q&R au bas de votre écran. N'oubliez pas que vous pouvez voter pour les questions que vous aimez en utilisant le pouce thumbs up. Donc, je vais aller voir la première question, c'est de MTIV. Pour nous aider à identifier nos compétences, y a-t-il des outils ou des questionnaires gratuits où il n'est pas nécessaire de créer des comptes personnels pour y avoir accès? Je vais dire honnêtement, je ne suis pas certaine. Il faudrait que je fasse encore de la recherche. Les outils que j'utilise, j'ai un compte personnel dedans, mais c'est tous des outils gratuits. OK. C'est parfait. J'espère que ça répond à ta question. Et la prochaine question, excusez-moi. Ah, voilà. C'est une question de Mars. C'est une question de cas. OK, ça, tout le monde vote de manière très rapide. Donc, comment faire ressortir une expérience antérieure pour un poste en particulier? Parfois, une expérience passée est plus adepte pour le poste recherché, mais on se retrouve engouffré par d'autres expériences plus récentes. Je peux commencer.
Puis ensuite, je vais laisser Roxane y aller. Je juste pour dire, dans la majorité des CV, il existe ce qu'on appelle comme genre de toutes les compétences que vous pouvez mettre au haut de votre CV. Donc, vous pouvez mettre votre information personnelle, le nom, adresse courriel, et tout de suite après, je vous encourage de mettre 1 ou 2 points qui seraient vraiment pertinents pour l'offre d'emploi. Comme ça, le gestionnaire d'embauche va voir ça tout de suite. Puis là, ensuite, vous pouvez entamer avec le restant des informations dans votre CV ou vous pouvez faire une lettre de présentation si vous voulez et ajouter cette information-là dans la lettre de présentation. Si jamais vous appliquez de façon non formelle, comme pas sur Emploi GC, mais plutôt par réseautage, par exemple. Je ne sais pas si vous voulez ajouter. Donc, oui, moi, je suis absolument d'accord avec toi aussi là-dessus, mettre des points saillants. La seule chose que j'aime un petit peu moins personnellement quand on reçoit des CV, c'est quand que la gestion, le CV est réparti tout par compétences en haut. Après ça, on liste les expériences de travail en bas avec les années. Le problème avec ça, c'est que le gestionnaire n'a aucune idée combien de temps vous avez travaillé sur une expertise en particulier ou une tâche en particulier. Donc, moi, tant que possible, on évite ce genre de CV-là parce que ça fait pas beaucoup de sens. Comme au niveau de l'analyse, c'est difficile de dire je ne sais pas combien la personne a eu de temps. Je sais qu'elle a acquis ou qu'elle dit qu'elle a acquis cette expérience de travail-là, mais est-ce qu'elle l'a eu dans son 2 mois qu'elle a listé en bas ou est-ce qu'elle l'a eu dans son 6 ans qu'elle a listé en bas? Je ne le sais pas. Donc, c'est important, tant qu'à moi, de l'associer comme faut, donc d'être très clair. Mais ça ne veut pas dire, comme Alexandra a mentionné, qu'on ne peut pas mettre les points principaux en haut, justement pour accrocher l'œil. Et c'est une très bonne idée de mettre tout ce qui est plus pertinent en haut, parce que les gestionnaires, des fois, surtout s'ils ont 300 CV en même temps, ils vont lire de billets très rapidement. Donc, il faut que ça l'accroche l'œil rapidement. Donc, oui, mettre les points saillants de qu'est-ce que vous appliquez, de qu'est-ce qui s'applique à ce que vous appliquez, je pense que c'est un très bon point. Ah, et Alexandra? Ici, je pourrais juste ajouter sur ce que Roxane a dit, c'est la même chose pour les questions de présélection. Donc, quand on répond aux questions de présélection, mettez votre meilleur exemple en premier et ensuite, vous pouvez entamer avec d'autres exemples pour appuyer. Donc, si vous avez plusieurs exemples pour montrer comment vous rencontrez une compétence ou une expérience, mettez votre meilleur, puis là, ensuite, les autres. Parfait, merci beaucoup pour ce conseil. La prochaine question est, le site emploigc.ca ne permet pas l'utilisation de beaux CV. Dans quel contexte un tel CV est-il utile? Moi, j'utilise des CV comme ça pour toute opportunité informelle. C'est-à-dire, premièrement, étant agent libre présentement, je postule pas très souvent présentement sur des opportunités sur emploi.gc.ca. Alors, j'ai moins besoin d'un CV de ce format-là. Mais aussi souvent dans ma carrière, même si j'ai postulé sur des positions, des opportunités emploi.gc.ca, j'ai aussi eu la chance d'utiliser mes outils et mes documents à moi-même pour me démarquer avec les gestionnaires d'embauche. Il y a beaucoup de candidats qui se retrouvent dans un bassin. Une fois que je suis dans un bassin, moi aussi, je vais faire mon travail de mon côté pour m'assurer de comprendre quelles sont les opportunités de travail qui peuvent sortir de ce bassin et de voir où est ma meilleure place et de voir s'il y a vraiment une opportunité qui serait vraiment bonne pour moi. Dans ce cas-là, moi, je vais faire ce que j'ai à faire pour essayer de trouver, avec l'aide des préposés en ressources humaines, etc., qui sont les gestionnaires d'embauche et de savoir si c'est possible de leur envoyer des courriels avec des documents que j'ai préparés moi-même pour montrer peut-être un petit peu plus ou d'un format différent les informations qui ont été dans l'emploi.gc.ca dans ce logiciel. C'est parfait. Oui. Si je pourrais aussi ajouter vite fait, c'est pour les opportunités d'emploi pour les étudiants. Ce serait aussi un bon temps pour avoir un CV qui est un peu différent pour vous démarquer. Donc, si vous appliquez pour des postes coop ou si vous appliquez pour le PFETE, FSWEP,
En fait, quand on va créer notre compte FSWEP, vous pouvez soit copier-coller votre CV un peu comme on le fait sur Emploi GC, ou vous pouvez justement joindre votre CV comme pièce jointe. Et c'est à ce moment-là, moi, je vous encourageais, au lieu de faire un copier-coller, c'est le temps pour vous démarquer, pour avoir un beau CV, mais une pièce jointe et assurez-vous que vous avez un CV qui est plus attrayant pour FSWEP. C'est parfait. Merci beaucoup pour cette réponse. Notre prochaine question est quel est le type de CV, quel type de CV par contre serait le plus avantageux? Le CV fonctionnel, le CV par compétence, le CV mixte ou le CV chronologique? Oui, Roxane. Donc, ça touche un peu à la première question. Moi, je suis partielle vraiment au CV mixte. Ou au CV fonctionnel. Moi, tout ce qui peut être le plus clair possible, qu'on peut lire très rapidement, qu'on peut regarder vraiment rapidement qu'est-ce que la personne a fait comme expérience passée, qu'est-ce qui est pertinent pour l'emploi dans lequel elle applique. Moi, et c'est quoi les outils, les atouts aussi? Est-ce qu'elle a déjà une code de sécurité? Est-ce qu'elle a déjà un profil linguistique? Est-ce qu'elle s'identifie? Est-ce qu'elle a une code de gestion de rendement, par exemple? Ça, ce sont tous des outils que le gestionnaire peut utiliser pour justifier. On parlait un petit peu plus tôt de mérite. Même si c'est ce qu'on appelle un non-annoncé, une nomination non-annoncée, donc quelqu'un qui n'est pas qualifié dans un bassin et qu'on nomme à partir d'un CV qui a été reçu pour peu importe la raison, le gestionnaire doit justifier. Donc, doit démontrer que cette personne-là qu'on a pris avec ce CV-là et l'entrevue, et peu importe comment est-ce que le gestionnaire a déterminé pour son évaluation, doit démontrer le mérite de cette personne-là. Donc, c'est sûr que le CV devient une pièce justificative dans un processus qui est comme ça, une pièce de support qui est prioritaire. Donc, c'est pour ça que c'est important de l'avoir à jour, d'avoir tous les détails dedans, parce que de leur demander après, ça peut signifier aussi un certain manque de transparence, là. Donc, c'est important d'avoir quelque chose qui est déjà bien établi. Et là, le CV qui a été donné permet d'avoir accroché l'œil, justement, en partant du gestionnaire. C'est parfait. Alexandra, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter peut-être? Non? C'est parfait. Notre prochaine question est, si on a déjà été repêché d'un bassin, est-ce que cela signifie qu'on n'en fait plus partie? Donc, on doit le lister quand même dans le CV? Moi, je le laisserais dans le CV. Je ne suis pas certaine. Roxane, repêcher, est-ce que ça veut dire que la personne n'est plus dans le bassin ou est-ce que ça veut plutôt dire que la personne a été prise du bassin? Si vous avez un courriel qui dit que vous faites toujours partie d'un bassin, dans ce moment-là, je vous inviterais d'inclure cette information-là dans votre CV. Moi, à mon avis, en fait, mon expérience personnelle pour avoir été la coordonnatrice en ressources humaines qui a posé la question au gestionnaire, veux-tu garder l'employé dans le bassin? On ferme-tu le bassin? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est sûr que ça dépend aussi de la gestion des ressources humaines du ministère, mais règle générale, une personne qui est dans un bassin, même une personne qui a été nommée à partir du bassin, n'est pas retirée du bassin. Par contre, pour essayer d'éviter pour donner la chance à tous, mais aussi éviter que les gestionnaires se volent des candidats qui viennent juste d'arriver et tout ça, souvent les ressources humaines, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre des notes à propos des gens qui ont été nommés à partir du bassin pour qu'ils ne soient plus immédiatement repris à partir de ce bassin-là, parce qu'il y en a plein d'autres qui attendent leur tour aussi et qui aimeraient bien. Donc, souvent, c'est ce qui arrive, mais il n'y a pas d'obligation de faire ça. Ça revient tous au gestionnaire. C'est lui qui est maître de son bassin. Donc, est-ce que lui, il décide que le bassin est bon pour 1 an et ça finit là? Est-ce que lui, il décide qu'il veut prioriser chacune des personnes? Est-ce qu'il veut retirer des gens du bassin pour une raison X? Souvent, les ressources humaines vont lui conseiller certaines choses, par exemple, parce que c'est très rare que quelqu'un se fait retirer d'un bassin juste à la décision du gestionnaire. Et même quand vous refusez un emploi, même qui était à partir d'un bassin, ça ne vous retire pas automatiquement du bassin non plus. Moi, je mets tout le temps la petite note quand même dans mon courriel. Merci pour l'offre. Je vais devoir décliner, mais j'aimerais rester dans le bassin, s'il vous plaît.
Donc, moi, je vous recommande de le mettre quand même. Vous ne perdez rien à le faire. Règle générale, les gestionnaires ne retirent pas de toute façon, mais on ne veut pas prendre la chance. On s'est qualifié dans un bassin, on a travaillé fort. Peut-être que cet emploi-là spécifiquement ne vous intéresse pas, mais un autre emploi du même niveau, provenant avec une nomination du même bassin va vous intéresser. Donc, moi, je le mettrai la petite note quand même. Merci beaucoup pour cette réponse et toute cette information. La prochaine question est, OK. Il y a une tendance marquée vers l'utilisation d'applications comme LinkedIn pour le recrutement. Sur le site du gouvernement, on utilise souvent la méthode de répondre à des questions avec un texte et le CV semble servir plutôt de référence ici. Donc, selon votre opinion personnelle, croyez-vous que les CV traditionnels est appelé à être remplacés par des méthodes plus innovatrices dans le futur? Merci. Bonne question. C'est difficile à dire. Il y a la transformation du système de recrutement qu'on utilise est en train de se faire, est en train de changer. On sait qu'on s'en va vers un nouveau système de recrutement. De quoi il va y avoir l'air? On ne sait pas. C'est certain que, comme Roxane avait mentionné et j'ai mentionné plus tôt, toute nomination est vraiment basée sur le mérite et on veut s'assurer que tous les processus de sélection sont faits de façon équitable. Donc, de là à demander qu'on va seulement utiliser un profil LinkedIn, est-ce que c'est juste de demander à tous les participants de se créer un profil LinkedIn s'ils n'en ont pas déjà un, par exemple? Donc, selon moi, je crois qu'on va peut-être rendre tout le processus un peu plus simple, qu'on va pouvoir plutôt joindre notre CV comme pièce jointe, mais je crois que de là à avoir quelque chose de super différent pour tous les processus de sélection à suivre, je suis pas certaine, mais c'est mon opinion personnelle. OK. Oui? Oui, Roxane, on t'écoute. Donc, j'abonde un peu dans la même idée qu'Alexandra. À mon avis, si le gouvernement fédéral a prouvé quelque chose, c'est qu'il y a de la place pour pas mal toutes sortes de monde, toutes sortes de façons de faire. Donc, je pense pas que le CV traditionnel va disparaître. Je pense qu'il y a vraiment deux façons aussi de le regarder puis de voir c'est quoi l'utilité du CV? Il y a deux façons. La première, surtout quand on le fait, si on le fait informel, c'est pour accrocher l'œil du gestionnaire, mais si on le fait formel, c'est-à-dire au travers d'un affichage, à ce moment-là, ça devient une pièce de support qui fait partie de l'ensemble du processus. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'en fera pas partie dans un côté informel, mais on s'entend que la tâche principale, c'est d'avoir le gestionnaire qui vous rappelle avec ce CV-là. Donc, je pense que les deux, il y a de la place pour les deux. Est-ce qu'il y en a un qui va être utilisé plus que l'autre? Je dirais, avec l'évolution de toutes les choses, c'est qu'est-ce qui va être le plus pratique? Donc, est-ce qu'on a aussi le droit de demander une seule plateforme ou est-ce que toutes les plateformes sont acceptées aussi? Parce que est-ce qu'on est capable de certifier que la personne qui soumet son CV est vraiment la personne qui soumet son CV de cette façon-là? Fait qu'il y a d'autres questions. En passant, tout ce que je dis n'est pas un avis juridique. Je sais que je viens des services juridiques, mais je ne suis pas avocate. Mais il y a quand même un côté légal à ces choses-là. C'est pas possible de demander une seule application ou une seule façon de faire, juste parce que des fois, on a cet exemple-là aussi avec les applications dans les bassins. Des gens qui, des fois, n'ont pas accès à un ordinateur appliquent quand même en envoyant le CV papier et ne peuvent pas être rejetés. Parce que l'information, elle est donnée dans le cadre du processus. Donc, s'il l'envoie par la poste. C'est sûr que là, avec la pandémie, c'est un petit peu plus difficile, mais ça a déjà arrivé que des gens ont appliqué par la poste, toute l'information était complète et ont été acceptés dans le cadre du processus. Ils ont eu un petit peu plus de misère à l'évaluation. Par exemple, si l'un des critères, c'était expérience d'utilisation Outlook, Excel et tout ça, ben, peut-être que là, ils ont eu de la difficulté, mais ça, c'est une autre partie. Là, on ne parle pas dans le CV comme tel. Merci beaucoup, Roxane. J'ai vu que Nathalie avait sa main levée. Oui, merci. Moi, j'allais juste aussi dire que pour moi, personnellement, mon cheminement de carrière comprend aussi beaucoup de mobilité. Ce qui veut dire que moi, j'ai l'opportunité de chercher plusieurs emplois, des fois, à mon même niveau. Et ce qui veut dire souvent, je ne suis pas portée à appliquer sur des processus formels.
Alors, j'encouragerais tout le monde à aussi se souvenir que la mobilité au gouvernement se passe énormément à l'extérieur des processus formels et que la mobilité, c'est vraiment un outil extrêmement utile pour le développement professionnel et pour vraiment bien se connaître comme employé et qu'il y a beaucoup, beaucoup de manières, que ce soit des micro-missions sur les opportunités sur Échange GC. Je sais que si vous me contactez personnellement, ça me fera plaisir de vous envoyer un document qui a été créé par un de mes collègues, Étienne Laliberté, qui dit comment gérer sa carrière comme un agent libre, même si on n'est pas agent libre. Et c'est juste pour vous dire à tous et toutes qui écoutent aujourd'hui, la mobilité est super intéressante au gouvernement fédéral et c'est quelque chose dont on a vraiment besoin aussi. Alors, pour tous ceux et celles qui se sentent un petit peu coincés où vous êtes, je vous encourage à penser vraiment largement sur quelles sont vos opportunités et comment vous pouvez commencer à penser aux outils que vous avez besoin pour supporter ce mouvement dans votre carrière. Merci beaucoup, Nathalie. On passe à la prochaine question. Ça m'intéresse aussi, cette question, personnellement. Est-ce que GC Connects est une plateforme populaire pour le recrutement? Est-ce que ça vaut la peine pour un candidat ou une candidate d'aller regarder de ce côté? GC Connects est assez populaire en ce moment, donc on aimerait beaucoup avoir une réponse de votre part. Oui, Roxane. Mon opinion sera probablement pas populaire, mais je déteste aller voir sur GC Connects. L'information là-dessus, je suis vraiment désolée, mais il me semble que la plateforme, elle est tellement pas, excusez-moi le terme en anglais, mais user-friendly, donc facile d'utilisation pour les gestionnaires. Il y a des CV qui sont là, ça fait plusieurs mois. On ne sait pas s'ils sont encore valides. Est-ce que la personne s'est trouvé quelque chose? C'est comme un peu, les affichages ont été mis là, puis il n'y a pas de date vraiment de fin ou il y en a une, mais on ne sait pas. On trouve du n'importe quoi là-dedans. Donc, moi, ce n'est pas ma préférence. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la préférence de d'autres gestionnaires. J'ai des collègues qui ont été mettre des affichages, qui ont sorti des super bons candidats de ça. Personnellement, je trouve que le fait que la plateforme, elle n'est pas user-friendly, n'aide pas autant qu'elle pourrait aider. J'ai vu plus de succès sur Facebook en moins de temps. Donc, les groupes informels Facebook de ASEC, j'en ai vu pas mal plus là-dessus, mais ça dépend. Si je peux me permettre, avant de te donner la parole, Alexandra, il y avait quelques questions par rapport à quel était le nom du groupe Facebook de AS. Est-ce que c'est possible de nous partager cette information? Peut-être aussi les EC, tant qu'on y est, pour l'audience ici. Ça ne sera pas long. Je vais, moi qui est vraiment pas extrêmement technologique, je vais peut-être laisser Alexandra répondre, puis je reviens tout de suite après. Merci. Oui, si je peux dire, un peu comme Roxane a dit, c'est peut-être pas la meilleure plateforme, mais ça pourrait être utile pour des mouvements de mobilité, comme Nathalie a dit. Donc, pour faire du réseautage, si vous étiez étudiant et que vous voulez faire l'intégration étudiante, donc le student bridging, mais qu'il n'y a pas de possibilité d'emploi dans votre équipe, vous pourriez possiblement mettre un affichage sur GC Connects, c'est mieux que rien. Et puis ensuite aussi faire le même affichage sur d'autres groupes comme Roxane a mentionné sur Facebook. Mais je vous suggérerais de l'utiliser. C'est un outil qui est disponible et justement, moi, j'ai une collègue de travail qui vient juste d'avoir une opportunité d'emploi justement parce qu'elle a mis un affichage sur GC Connects. Donc, ça fonctionne, mais comme Roxane a dit, c'est peut-être pas aussi évident que d'autres plateformes. OK, c'est parfait. Oui, Roxane. Donc, le groupe, je ne sais pas si vous allez le voir, mais désolé, c'est en anglais, c'est le GOC, Employees Administrative Community Informal Unofficial. Évidemment, c'est en anglais, je suis désolée, mais c'est ça ici. Donc. GOC, Employees Administrative Community Informal Unofficial. Vous avez un petit questionnaire à remplir qui veut juste confirmer que vous êtes un employé du gouvernement, mais c'est un petit questionnaire de comme 5 questions. Puis après ça, vous faites partie de la communauté. Puis il y a différentes règles que je vous dirais que les gens ne suivent pas de toute façon. Donc, là, il y a pas mal tout le monde. Et pour les EC, c'est un peu le même principe. Donc, si vous cherchez, mais par contre, c'était pour des policy analysts. Donc, moi, je travaille plus avec des parajuristes. Ça risque pas de rencontrer, mais il y en a sûrement pour d'autres groupes
groupe aussi. Je n'ai pas fait la recherche. Moi, je travaille avec des parajuristes, des avocats, puis du personnel administratif. Donc, c'est sûr que le focus était plus sur ces groupes-là. Absolument. Je sais qu'il y a d'autres groupes spécialement pour les politiques, policy, comms. Donc, peut-être, on conseillerait à l'audience peut-être juste faire des recherches sur Facebook, dépendamment du secteur où il y a plusieurs groupes Facebook qui sont disponibles. Il y a aussi des groupes intéressants qui sont intéressés aux politiques en ressources humaines en ce qui concerne les parents et les congés parentaux, maternité, etc. Il y a vraiment tellement de groupes gouvernementaux sur Facebook avec des communautés qui s'entraident avec des possibilités d'emploi, aussi des informations. Et je dois vous dire, parce que je fais partie du groupe des parents, il y a énormément de personnes en ressources humaines qui se dédient vraiment à répondre aux questions des employés à travers le gouvernement. C'est vraiment une excellente ressource. On a une autre question, peut-être que ce sera la dernière qu'on pourra couvrir pendant cette session-ci. Il y avait, je vais en faire deux parce que je trouve qu'elles sont pertinentes. La première, c'est vous trouvez un exemple de CV pour le gouvernement, le CV basique, Alexandra, tu nous as fait part. Où est-ce qu'on pourrait trouver un exemple de ce CV? Justement, j'ai trouvé le CV en ligne. Je pourrais essayer de le retrouver pour vous envoyer le lien. Quand j'ai fait, je l'ai trouvé par l'entremise du système de priorité. Donc, il y a des gens qui sont sur une liste de priorités pour le gouvernement fédéral. Et puis, c'était justement dans cette page-là que j'ai retrouvé l'exemple du CV. Puis, ça disait aux gens qui sont sur la liste de priorités comment ils pourraient adapter leur CV pour des opportunités d'emploi. Donc, je vais aller essayer de retrouver la page tout de suite. Puis sinon, je peux la donner au réseau des jeunes fonctionnaires, puis ils pourront l'ajouter à la liste de ressources. Merci beaucoup, Alexandra. Et la dernière question, lorsqu'on a pris contact verbalement avec le gestionnaire pour lui faire part de notre intérêt, de nos compétences, est-ce qu'on envoie quand même une lettre de présentation? Vas-y, Roxane. Moi, je ne suis jamais contre une lettre de présentation, pour être bien honnête, ou un courriel de présentation, parce que ça peut devenir redondant d'avoir un courriel de « Bonjour, voici ma lettre de présentation et CV », puis là, la lettre de présentation, puis là, le CV. Moi, à mon avis, je suis toujours pour une lettre de présentation en dessous d'une page, s'il vous plaît. Pas trop de répétitions, à moins que ce soit pour un processus formel. Ça c'est autre chose. Mais moi, je parle vraiment, là, on a eu une discussion informelle, on va envoyer le CV au gestionnaire. Bien, à ce moment-là, moi, dans le cadre du courriel, je crois que c'est acceptable de dire « Bonjour, monsieur, madame, voici mon CV en pièce jointe. Je suis très intéressée par un poste au sein de votre équipe. Voici mes intérêts de carrière. » Donc, essentiellement, faire ressortir les gros points de votre CV. Donc, on ne répète pas toute l'information. Le gestionnaire va déjà le lire dans le CV. Et aussi parler de vos intérêts. C'est une bonne place pour le faire, là aussi. Et je ne parle pas de tous les intérêts, là, évidemment, mais les intérêts par rapport professionnel, aussi un petit peu personnel, vous pouvez en mettre là-dedans. Et comme ça, de cette façon-là, le gestionnaire apprend à vous connaître d'une façon qu'il ne verrait pas dans votre CV. Donc, ça doit vraiment être un complémentaire et non juste une répétition, à mon avis, si vous en ajoutez un. C'est parfait. Nathalie? Moi, je soutiens entièrement ce que Roxane a dit et j'ajouterais aussi que dans une conversation comme ça, que je considère une conversation informelle, c'est votre opportunité de conter votre histoire. Montrez-vous. Ne soyez pas gênés. Ça ne fait rien si vous mettez une lettre séparée, si vous écrivez un courriel pour vous présenter. C'est quoi le format que vous utilisez? Ce qui est vraiment important, c'est d'être authentique et d'avoir une bonne communication avec la personne pour vraiment dire « Je suis intéressée, je suis passionnée par le sujet, je suis confiante que j'ai les compétences pour le faire. » Mais il y a 1 million, il y a tellement de façons de pouvoir transmettre ça. Ce qui est vraiment important, c'est d'être authentique à vous-même et que vos communications soient honnêtes et résonnent de cette manière-là. Parfait. Merci beaucoup, Nathalie. Et merci, Alexandra, d'avoir partagé le lien du gabarit du CV. Donc, merci de vous rejoindre à nous aujourd'hui. Un merci spécial à nos incroyables panélistes. Les liens vers les ressources d'aujourd'hui se trouvent sur la page de Wiki des comptes carrières. Le lien est partagé dans l'espace de la discussion.
Donc, de plus, assurez-vous de participer au premier événement de réseautage du compte carrière 2022 qui suivra dans quelques instants sur la plateforme wonder.me. Wonder.me. Le lien est aussi disponible dans l'espace de discussion. Et n'oubliez pas de jeter un coup d'œil au segment de demain en commençant lorsque vous démontrez votre expérience bref et concis, s'il vous plaît, à 11h, heure de l'Est. Encore une fois, merci de votre intérêt et bon compte carrière 2022. Bonne journée tout le monde.